Une île peut-elle sauver le monde ? Telle était la question du tribunal des générations futures organisé lors de la Nuit des idées vendredi dernier à Kaohsiung. RTI était sur place et revient sur cette soirée dans ce décryptage. Comme l'an dernier à Taichung et en 2023 à Taipei, ce moment phare des débats d'idées organisés par le Bureau français de Taipei a pris la forme un peu particulière d'un tribunal pour les générations futures en lien avec le magazine Ouzbek Erika. Cette année, les étudiants étaient nombreux dans le public puisque la soirée s'est déroulée à l'Université nationale Sun Yat-sen, dont le campus borde l'océan. Cette nuit des idées s'inscrivait dans la thématique des océans en écho avec la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin dernier et dans le cadre d'une série d'événements liés à la mer et au port à Kaohsiung cette année. Après les discours du vice-ministre de la Culture, du directeur du Bureau français de Taipei et du président de l'université, place au procès ouvert par le président d'audience d'un soir, Josué Serre, directeur du Centre de coopération et d'action culturelle du Bureau français. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal des générations futures. Aujourd'hui, nous ne participons pas à un tribunal comme les autres. Aujourd'hui, nous n'allons pas débattre d'un crime ou d'un délit. Nous allons débattre d'une question essentielle pour l'avenir des futures générations. Est-ce qu'une île peut sauver le monde ? Je vais déclarer officiellement le débat du tribunal des générations futures ouvert. Alors avant de commencer l'audition des témoins, je voudrais prendre une minute pour poser un peu les faits. La question qui est posée aujourd'hui, elle est très très paradoxale. Comment quelques millions d'habitants, tout au plus isolés sur une parcelle de terre, entourés d'océans, pourraient-ils changer le monde ? Tous les jours, nous constatons que les rapports de force à l'international sont de plus en plus brutaux. On voit grandir la tentation du chacun pour soi. Est-ce que l'insularité, c'est-à-dire le fait de se couper du monde, n'est pas un luxe qui appartient finalement qu'aux grandes puissances aujourd'hui ? Peut-être que c'est précisément parce que les îles sont les plus vulnérables qu'elles ont le plus à gagner dans le fait de sauver le monde. En bref, la question pour vous, les témoins, le procureur, l'avocat, est la suivante. Dans un monde violent, quelle est la meilleure stratégie pour les îles ? Est-ce qu'il faut se replier sur soi-même, adopter la stratégie du hérisson, ériger des défenses, privilégier sa propre croissance ? Ou bien est-ce qu'il faut au contraire se jeter dans le bain, regarder vers le large, prendre un risque énorme, essayer de devenir un partenaire indispensable pour les autres ? Réfléchissons bien, car il en va de l'avenir des générations futures, celle des îles bien sûr, mais aussi peut-être celle du monde entier. Au fil des débats, la question « Une île peut-elle sauver le monde ?» a donc été interprétée comme un tiraillement entre deux pôles, d'un côté le repli sur soi et de l'autre l'ouverture sur le monde. À la barre, 3 témoins ont été invités à témoigner. Le premier est Christian Buchet, membre de l'Académie de Marine et directeur scientifique du programme de recherche international Océanide. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « Je le jure ». Je le jure dans l'intérêt des générations futures, Monsieur le Président. Interrogé par le procureur Alexandre Petre et l'avocate générale Lin Yijing, Christian Buchet a rappelé que le monde était entré dans le temps de l'océan mondial, puisque 80% de la population vit près du littoral et que le nouveau droit de la mer, adopté il y a environ 30 ans, a redistribué les cartes en créant des zones économiques exclusives. La plus étendue est celle des États-Unis, talonnée de près par la France grâce aux îles d'outre-mer. Quant à la Chine, elle n'arrive qu'en 10e position, ce qui l'handicape pour atteindre son objectif de devenir la première puissance mondiale, a souligné Christian Buchet. Mais alors qu'au XVe siècle, l'amiral chinois Zheng He avait navigué jusqu'en Afrique, la navigation hauturière a été interdite en 1434. Depuis une vingtaine d'années, la Chine se tourne à nouveau vers la mer et pour compenser la taille de sa zone économique exclusive, elle se rapproche de pays comme le Brésil. Selon Christian Buchet, celui qui contrôle la mer contrôle le commerce international et donc le monde, comme en témoigne l'Empire britannique qui était fondé à son apogée au XIXe siècle sur le contrôle des voies maritimes.
Il a aussi mentionné la rupture d'équilibre à laquelle sont confrontés les océans en raison du développement économique effréné. En plus des continents de plastique, les océans s'acidifient en raison de l'augmentation des émissions de CO2. Mais selon lui, la menace pèse surtout sur les humains et les abeilles. Il place un grand espoir dans l'étude des fonds marins dont on connaît encore très peu de choses et qui pourraient apporter des solutions aux problèmes de demain. Enfin, Christian Buchet a clarifié ce qu'il entendait par « sauver le monde ». Je suis très triste personnellement de voir une espèce de bipolarisation un peu manichéenne, si vous voulez. Sauver les générations futures, je vais vous le dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fort, c'est sauver la paix. Et sauver la paix, c'est quoi? C'est d'être une force d'interposition, c'est-à-dire sortir de cette bipolarisation. Si les pays démocratiques, soucieux à travers le commerce précisément de maintenir la paix, car le partage du droit du travail international, c'est aussi un facteur de paix, je crois qu'il est important que des pays créent un ensemble intermédiaire pour faire en sorte que les deux extrêmes qui seraient antagonistes, si on est dans une bipolaire, ne sombrent pas dans une guerre un jour. Donc je crois qu'il est important, je dirais que j'allais dire tous les hommes de bonne volonté, non, toutes les îles de bonne volonté, tous les archipels de bonne volonté, nous des relations entre eux, nous qui sommes pris un peu comme la tranche de jambon entre les deux tranches de pain, que nous puissions en quelque sorte, eh bien, nous entendre, nouer des accords de coopération. Ou alors il faut rester enfermé sur son île, couper Internet et attendre que ça se passe sans être au courant qu'il se passera quoi que ce soit. Deuxième témoin appelé à la barre, Chang Mei-yu, directrice générale adjointe de l'Institut de recherche océanique de Taïwan, très heureuse de revenir le temps de cette soirée dans son alma mater, l'université Sun Yat-sen de Kaohsiung, dont elle est diplômée. Interrogée sur la priorité à donner soit à la protection des rivages de Taïwan, soit à la coopération internationale, elle a tenu à souligner que les deux étaient aussi importants. Pour Taïwan, la coopération internationale revêt en outre une importance particulière car elle permet au pays de s'affirmer sur la scène internationale. La troisième témoin venait de loin. Miros Paya est maître de conférences en langue et littérature tahitienne et vice-présidente de l'Université de Polynésie française. Elle est revenue sur les prouesses des peuples austronésiens dont les ancêtres sont partis depuis Taïwan il y a 5000 ans pour peupler les Philippines, l'Indonésie, la Mélanésie, en allant jusqu'à Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Madagascar et même l'île de Pâques, ce qui montre leur grande ingéniosité navale. Interrogé par le procureur, Miros Paya a expliqué quelles sont les relations entre les Polynésiens et l'océan. Dans la vision polynésienne, voire océanienne, l'environnement n'est pas une entité détachée de l'homme. Bien au contraire, il fait partie intégrante de l'homme, mais aussi, on va dire, de son identité. Donc, c'est un rapport en fait, d'appartenance qui s'oppose en fait, à on va dire, un rapport de domination tel que c'est vu par la vision occidentale, un rapport aussi d'exploitation des ressources pour le profit, ce qui n'est pas le cas dans la vision océanienne. Opposer nature et culture, c'est un non-sens dans cette vision océanienne, parce que ce rapport nature et culture est basé en fait sur un continuum entre les dieux, les divinités et les hommes, donc un rapport généalogique avec la nature qui comprend l'univers animal, l'univers végétal et minéral, et donc il fait un ensemble indissociable. Donc porter atteinte à l'environnement, c'est porter aussi atteinte à soi-même et à sa descendance, à son ascendance. Et en même temps, protéger son environnement, c'est avoir en fait un sens, une responsabilité généalogique et moins une responsabilité écologique. Sachant qu'en s'ouvrant sur le monde, les îles prennent le risque de voir leur culture diluée, pillée ou même disparaître, le procureur a demandé à Miros Paya si la priorité pour les États insulaires n'était pas justement de se protéger pour assurer leur intégrité et leur résilience. C'est vrai, donc les îles ont été de tout temps la convoitise
équatoriale. Et dans cette perspective, les insulaires ont perdu, si vous voulez, toute leur dignité. Les îles qui ont rencontré ces problématiques ont payé très cher cette dépendance. Miros Paya a raconté l'histoire de la toute petite île de Maiao en Polynésie française qui, après avoir appartenu à un commerçant britannique, a été mise aux enchères vers 1940 et les habitants ont créé une coopérative pour la racheter. Cette île reste gérée par ses habitants à ce jour et fermée aux étrangers. Pour ces habitants, se protéger n'était pas un aveu de faiblesse, mais une condition vitale pour récupérer leur dignité et rebâtir leur résilience, selon Miros Paya. En réponse aux questions de l'avocate générale, elle a toutefois précisé que les Océaniens ne sont pas repliés sur leurs îles. Pour eux, la mer est un continuum reliant les différentes cultures. Chaque île est un microcosme, une île c'est le monde et le monde est une île, a-t-elle souligné. Donc si une île peut être résiliente, le monde peut l'être aussi. Enfin, Miros Paya a évoqué le mode de gestion ancestral des ressources en Polynésie, Rahui, qui est une interdiction temporaire d'utiliser un endroit pour lui laisser le temps de se régénérer. Il faut, selon elle, inverser la tendance d'extraction des ressources des îles sans réciprocité. L'heure est maintenant au réquisitoire du procureur et de l'avocate générale. On écoute des extraits du réquisitoire du procureur Alexandre Pêtre. Et mesdames et messieurs, il y a en cette croyance qu'une île qui puisse sauver le monde, quelque chose de profondément naïf. Et donc à la vérité, je vous le dis, non, une île ne peut pas sauver le monde. Non seulement elle ne peut pas sauver le monde, mais elle ne doit pas sauver le monde. Alors que le monde lui-même ne croit plus au collectif. Les îles doivent avant tout prendre acte de ce changement de paradigme. Elles ne sauveront personne en continuant à tendre la main à un monde qui regarde ailleurs. Les îles sont vulnérables, militairement, économiquement, stratégiquement. Elles ne peuvent survivre qu'en devenant autonomes, capables d'assurer seules leur avenir, sans dépendre du bon vouloir des grandes puissances. Le changement climatique avant tout frappe les îles avec une brutalité inégalée. Depuis sa fondation, en 1990, l'Alliance des petits États insulaires n'a cessé de multiplier les cris d'alarme. Et pour quel résultat? Les États insulaires du Pacifique Sud, les Tuvalu, les Fidji, les Samoa et tant d'autres sont toujours menacés de disparition par la montée des eaux. La vérité, c'est que les appels à l'aide ont résonné dans le vide. La vérité, c'est que la mondialisation, cette interconnexion des pays, a rendu les îles dépendantes des flux qu'aujourd'hui elles ne maîtrisent plus. Et cette dépendance est devenue un piège. Liu Chun l'a évoqué, Taïwan dépend à 90% des énergies fossiles. Les conteneurs maritimes qui nous apportent nourriture, carburant, médicaments peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Les îles, avant de prétendre à sauver le monde, doivent d'abord apprendre à se sauver elles-mêmes, à produire, à recycler, à protéger, non pas par égoïsme, mais par nécessité. Car la planète elle-même nous envoie un message. La survie du vivant ne viendra pas d'un monde toujours plus interconnecté, non, mais d'un monde plus sobre, d'un monde plus lucide, d'un monde plus enraciné. C'est ça la véritable résilience. Savoir vivre avec moins et non pas dépendre d'autrui pour exister. Personnellement, je me méfie toujours des discours qui parlent de sauver la planète. Ils trahissent toujours une certaine forme d'arrogance. Et puis, quelle présomption! Madame Paya, qui a fait le déplacement depuis la Polynésie, nous l'a rappelé avec justesse. Les îles ont toujours plus subi plutôt que ce qu'elles ont choisi. Leurs langues ont été effacées, leurs terres colonisées, leur savoir pillé. Et maintenant, nous voudrions leur demander d'être nos sauveuses. C'est à la fois cynique et indécent. Non, les îles n'ont pas à sauver le monde. Elles ont à se reconstruire, à se soutenir, à se souvenir et à préserver leur âme. Elles sont des laboratoires pour l'avenir. Elles ne sont pas les hôpitaux des maux d'aujourd'hui.
Non, une île ne sauvera pas le monde. Mais si elle nous oblige à regarder nos propres contradictions en face et à voir le monde non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est, alors elle aura accompli quelque chose de bien plus grand. Elle nous aura rendu la lucidité et le sens du réel que nous avons perdu. Merci, monsieur le procureur. Place maintenant au réquisitoire de Ling Jing-yi, ancienne directrice du service sciences et technologies du bureau de représentation de Taipei en France, qui est pour un soir l'avocate générale. Selon le procureur, les îles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Mais si le repli sur soi peut apporter une consolation, c'est un leurre. Car la vraie sécurité et la résilience viennent de leur ouverture. C'est donc par la coopération que ces îles peuvent devenir une force pour la résilience mondiale. Je vais vous expliquer pourquoi ces îles sont si importantes et pourquoi elles peuvent sauver le monde. Premièrement, l'histoire nous montre que si les îles qui ont maîtrisé l'océan ont vu naître de grandes civilisations, que ce soit en Polynésie, comme Miroz Paya en a parlé, ou encore le Royaume-Uni qui a rayonné grâce au commerce maritime. Ensuite, les îles sont en première ligne des conséquences du changement climatique, que ce soit l'acidification des océans, le blanchiment du corail ou encore la montée du niveau de la mer. Mais c'est aussi pour cela que les habitants des îles ont été les premiers à réfléchir à des solutions. Leur créativité est une contribution importante pour le monde. Par ailleurs, ces îles sont des points de rencontre des différentes cultures, religions et langues. Cela a donné lieu à de nouvelles formes de civilisation. En fait, la plus grande valeur des îles n'est pas intrinsèque. Ce sont les liens et les réseaux qu'elles tissent. Dans le monde actuel, les îles sont des endroits stratégiques pour le commerce et la navigation. Aujourd'hui, nous sommes tous interconnectés. Les îles ne peuvent pas survivre repliées sur elles-mêmes, que ce soit sur le plan économique ou pour lutter contre le changement climatique, qui ne peut être résolu que par la coopération internationale. Donc oui, les îles ont la capacité de sauver le monde et elles en ont même la responsabilité. Si l'on veut bâtir un monde plus juste, plus résilient et plus durable, le multilatéralisme n'est pas un choix, c'est une nécessité. Une île peut-elle sauver le monde ? Oui, mais pas par les armes, par l'intelligence. Pas en se renfermant sur elle-même, mais en s'intégrant au monde. Maintenant, les jurés, 4 étudiants de l'université Sun Yat-sen, se retirent pour délibérer, tandis que le public, qui constitue le 5e juré, vote sur son téléphone portable. Et pendant ce temps, les témoins adressent un dernier message au public. Miroz Paya a rappelé que dans les mythes et récits fondateurs des Polynésiens, la vie a commencé sur une pirogue. Les Polynésiens ont élu domicile sur la mer et si les îles sont englouties, ils vivront sur des bateaux. Et pourquoi une île devrait sauver le monde? Franchement, pourquoi une île devrait sauver le monde? Ça sert à quelque chose de sauver le monde? Parce que le monde ne nous a pas sauvés, ne nous sauve pas en tout cas. Il participe à nous détruire. Et donc voilà la question. Je vous laisse cette réflexion. Les jeunes jurés sont partagés, 2 pour et 2 contre. Alors c'est la voix du public qui va faire basculer le verdict en faveur du oui, avec 56% de voix favorables. Mais ce n'était pas facile de se prononcer sur une vision assez binaire du haut format qui finalement revenait à choisir entre autarcie et multilatéralisme. Car la voix de la sagesse est peut-être la voix du milieu. Et comme l'a souligné l'une des jurées, elle a voté non tout en demeurant optimiste que les îles, et en particulier Taïwan, peuvent apporter une contribution significative au monde.
Pour clore ce décryptage, voici les réactions de Cédric, Léo puis Shu Juan qui avaient fait le déplacement depuis Tainan pour assister à cette nuit des idées. J'ai bien aimé le format. En fait, c'est la première fois que je suis à une soirée de la nuit des idées. Et le format d'un tribunal avec un procureur, un avocat, des témoins. Je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir ce format-là pour discuter, échanger, confronter ses idées, ses points de vue. Et les interventions des 3 témoins étaient aussi je trouve, vraiment pertinentes. On en discutait encore tout à l'heure là, de la Madame Paya, je crois, oui, qui à la fin de son commentaire disait est-ce que les îles doivent-elles sauver le monde n'a pas sauvé les îles. Évidemment, c'est une question qu'on se pose quand on prend l'exemple, quand on prend l'histoire des colonies françaises dans le Pacifique, ailleurs, et l'état actuel de certaines îles qui appellent à l'aide et personne vraiment ne répond. C'est un sujet, donc c'est vrai qu'on peut aussi comprendre son point de vue, ce point de vue-là. Mais bon, voilà, on est tous interconnectés aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi un peu binaire, non ? Parce qu'on a l'impression que finalement c'est pour le repli sur soi ou pour s'ouvrir aux autres, alors qu'en fait la vie n'est pas si binaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi être d'abord bien chez soi dans le sens où on prend Taïwan, justement la qualité de l'air, là on vient de Tainan, il y a eu un gros incendie à Tainan d'une usine et tout le sud, côte ouest de Tanakaoshung, là il y avait une alerte pollution de l'air. Ah oui. Donc c'est vrai que ce genre la pollution de l'air, c'est quelque chose d'assez fréquent à Taïwan, dans le sud-ouest également. Donc c'est vrai qu'on a aussi à faire un gros travail chez soi pour ensuite pouvoir aider ailleurs, certainement, et apprendre justement partager ses expériences. Le côté manichéen, en fait, je pense qu'il est aussi assumé par le format, qui est celui de la justice. Et la justice n'est pas forcément la morale. Et il y a toujours un point où c'est fini, c'est coupable ou non coupable. Bon là, ils ont tranché. Une île peut sauver, apparemment, le monde. Mais c'est vrai que la vérité est nuancée. Et du coup, aussi, ce format-là a quand même permis d'avoir cette autre vérité, peut-être, de la permettre de s'exprimer. C'est la première fois que j'assistais à la Nuit des idées. C'était une expérience intéressante. Le thème étant lié à la conférence sur les océans qui s'est déroulée à Nice, je trouve que ça faisait sens de l'organiser à Kaohsiung. J'ai remarqué que les jurés ont surtout pris Taïwan comme point de départ de leur réflexion. Donc on peut se demander comment une si petite île pourrait sauver le monde. Sauver le monde, c'est trop lourd à porter sur ses épaules. Mais Taïwan peut aider, comme toutes les îles d'ailleurs, qui peuvent également apporter une contribution. C'est ainsi que se termine ce décryptage. Rendez-vous en novembre prochain pour la nouvelle Nuit des idées à Taïwan. Et en attendant, bien sûr, restez avec nous sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme. Après avoir écouté tout à l'heure un extrait du chanteur Puyuma Sangpui, je vous laisse en compagnie de la chanteuse Paiwan Sauliari.